La semaine qui vient de s'écouler n'a pas été de tout repos sur les marchés financiers. Entre conflits au Moyen-Orient, chiffres de l'inflation aux US, confiance des consommateurs et publication des résultats, que s'est-il passé cette semaine? Quel a été l'impact sur les marchés financiers? Sommes-nous toujours dans l'incertitude? Comment aborder notre semaine et quels vont être mes plans? C'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans cette nouvelle Riquet Hebdo. Bienvenue à toutes et à tous dans cette nouvelle Rick Hebdo, très heureux de vous retrouver. Cette semaine, on a pas mal de choses à voir et notamment, on va essayer de décrypter aussi bien les plans qu'on a su le faire la semaine dernière. Honnêtement, la Rick Hebdo, j'espère que vous en êtes appuyé, j'espère aussi que vous avez suivi mes Rick quotidiennes parce qu'on a fait beaucoup de belles choses. On avait prévu vraiment des plans. Tant mieux, on a eu de la réussite, tant mieux ça s'est passé. Encore une fois, on n'aura pas toujours raison. Et d'ailleurs, cette semaine, j'ai pas toujours eu raison. Je me suis plutôt planté sur le plan du gold, où je m'attendais encore à des baisses. En réalité, que nenni, ça a plutôt explosé à la hausse, alors que moi, je m'attendais à ce que ça baisse. Par contre, on le verra notamment sur les indices. Il faut dire que la semaine dernière, on avait quand même plutôt bien senti les choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Je vous propose d'abord de faire un point sur l'actualité économique et puis ensuite, on verra justement les différents plans dont je vous avais parlé, ce qui s'est passé et bien évidemment, on parlera des plans pour la semaine suivante. Démarrons donc tout de suite avec ce petit PowerPoint Canva, enfin peu importe ce que je vous ai préparé, une petite présentation entre nous pour essayer de voir ce qui a dynamisé nos marchés. Nos marchés, ils ont été dynamisés d'abord, et c'était mon optique rappelez-vous la semaine dernière ce que je vous avais dit, d'abord de continuer à chercher des achats, même si on était dans des tendances de fond, jusqu'à des certains niveaux de résistance. C'était vraiment mon objectif parce que on le sentait bien, on avait des bonnes news en fin de semaine, on a eu en plus des discours, c'est ce que je vous mets à l'écran, plutôt dovish, donc plutôt rassurant finalement des différents représentants des banques centrales, des différentes régions des différentes banques centrales des différentes régions, je vais y arriver, sur les marchés. Et donc nécessairement ce discours dovish a accompagné la petite tendance court terme, j'ai plus envie de dire la petite tendance court terme ou la correction dans notre tendance de fond jusqu'au gros niveau clé. Arrivé sur les niveaux clés, mercredi, jeudi, c'était à peu près cette période-là. Qu'est-ce qu'on a commencé à avoir? Les publications des résultats des chiffres de l'inflation. Et là, il suffit de peu pour reprendre une tendance, juste une news qui permet d'appuyer un peu finalement sur cette tendance de fond, et à savoir l'inflation légèrement supérieure aux attentes, que ce soit l'inflation sur les prix à la production ou l'inflation réelle, voire même l'inflation corps. Eh bien, on a eu, d'ailleurs l'inflation corps était plutôt conforme aux attentes. C'est l'inflation réelle qui a augmenté et donc notamment liée au coût de l'énergie. Mais cette simple information a permis déjà d'ébranler finalement cette tendance haussière qui est en train de se remettre en place court terme. Et puis ça a été appuyé également par le lendemain, excusez-moi, la confiance des consommateurs qui certes est plutôt pas mauvaise, 63%, excusez-moi, j'ai oublié les pourcentages, mais en deçà finalement des prévisions, et donc ça a accéléré un peu plus le rejet sur les zones techniques dont on parlera dans un instant. Au niveau de l'actualité économique, pour parler un petit peu de différents pays, je vous parle de l'Allemagne, parce que l'Allemagne, pour moi, c'est un élève sur lequel il va falloir qu'on travaille à la vente. Encore une fois, oui, je dis qu'il faut vendre l'Allemagne. Ça fait déjà plusieurs temps que je suis baissier sur le DAX, et je pense qu'on est sur des super niveaux dans lesquels on va revenir dans un instant. Pourquoi je veux les vendre? Pour plein de raisons, des raisons techniques premièrement et puis aussi des raisons fondamentales. On a une Allemagne qui a du mal actuellement à bien se positionner. C'est un des moins bons éléments de la zone euro, de la zone même presque mondiale. On a encore une production industrielle qui a pêché avec les résultats de lundi, on le voit, en dessous des prévisions, moins 0,2% au lieu de 0,1%. On a une inflation allemande certes moins forte que précédemment, mais qui est toujours bien au-delà finalement des attentes. On a par exemple les États-Unis à 3,7, une inflation allemande encore à 4,5. Et puis je vous ai mis un petit schéma à droite qui est tout simplement les PMI manufacturiers. Les PMI manufacturiers, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un sondage, un sentiment de marché réalisé auprès de directeurs d'achat, donc qui ont accès au stock, au carnet de commandes, et qui sont en capacité de prévoir plus ou moins si on est plutôt dans des phases de croissance, à savoir si les PMI sont au-dessus des 50, ça sera plutôt ce contexte-là, ou si on est en dessous des niveaux des 50, eh bien on est plutôt dans des contextes de récession, de contraction de l'économie. Et là, vous le voyez, on est à 39,6, on était à 38,7, je crois, je ne veux pas me tromper, mais sur le mois précédent, on flirte pas avec le niveau des 50. On est bien en dessous, on n'est pas non plus au niveau du Covid, mais vous le voyez, on est quand même très très bas par rapport aux 10 dernières années. Et on est clairement sur le pire élève de la zone euro à ce niveau-là. D'ailleurs, c'est pas fini. Pour appuyer un peu plus ces propos et illustrer à quel point ça peut être compliqué pour l'Allemagne, eh bien, on a eu une publication du FMI qui nous a donné ses projections
sur la croissance des différentes zones, des différents pays. On le voit par exemple, les États-Unis, on a une projection à 2,1 pour l'année 2023 avec moins de croissance attendue sur 2024. Et on a pour la France, pour être un petit peu chauvin, Cocorico, d'ailleurs en étant chauvin, allez les Bleus ce soir contre l'Afrique du Sud. Et j'en profite pour vous dire aussi que je relance le jeu sur Discord, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, où celui qui trouve le score exact du match à plus ou moins 7 points remportera donc un League Find. S'il y a 10 gagnants, il y a 10 League Find à gagner. Voilà, tout simplement. T'as le bon score, c'est parti, tu remportes ton League Find, donc viens jouer tout simplement avec nous dans le Discord. Et puis même si tu te trompes, comme on dit, l'important c'est de participer. Pour en revenir à notre FMI, donc je te le disais, la France, projection à 1 et 1,3 en 2024. Personnellement, j'y crois pas trop par rapport à toutes les données qu'on peut avoir, mais voilà, je vais pas me considérer meilleur que le FMI, ça serait peut-être avoir quand même un petit peu la tête qui gonfle. Mais c'est vrai que ça m'a surpris. C'est plus ça, c'est que ça m'a surpris. En revanche, on voit bien une Allemagne où on s'attend. D'ailleurs, c'est le seul. Hein. Vous regardez, alors à part certains, non même d'ailleurs, vous regardez toutes les économies, c'est le seul qui a priori ne ferait pas de croissance cette année. Donc ça montre bien les difficultés de l'Allemagne. Pour autant, autre information importante, oui, on cherche ceux qui se portent pas bien, comme d'ailleurs notre zone euro, hein, qui n'est pas exceptionnelle à 0,7. Qui tire la croissance mondiale finalement? Qui tire cette économie? Eh bien, on le voit, c'est plutôt l'Inde et la Chine, donc plutôt les pays émergents, si on peut encore parler de pays émergents pour certains, mais en tout cas, l'Inde, 6,3%, 5% pour la Chine. On est quand même sur des pays qui tirent la croissance, la Chine étant un cas un petit peu spécifique. On a vu d'ailleurs des publications sur leur croissance, pas forcément en cohérence avec ça. Pour terminer sur les grosses actualités, bien évidemment, il y en a plein d'autres. Je ne traite pas, par exemple, du procès de Sam, donc je ne sais même plus le nom, sur FTX, mais peu importe, sur la crypto-monnaie dont on aurait pu parler. J'ai préféré sélectionner des informations qui impactent les différents graphiques qu'on va regarder ensuite. Là où il se passe des choses, malheureusement, sur la crypto, il ne se passe rien. Procès ou pas procès, j'ai un peu envie de dire heureusement qu'ils ont ça à se mettre sous la dent, nos amis les crypto-fans, et je ne dis pas qu'il ne faut pas être crypto-fan, mais c'est vrai qu'on s'ennuie sur ce marché, et donc autant se focaliser sur les marchés traditionnels, là où il se passe des choses, et là où il y a de l'actualité qui fait bouger les marchés. On a le conflit entre Israël et le Hamas qui s'est mis en place, donc malheureusement à partir du 7 octobre, et donc conflit Moyen-Orient, qui en profite, si on peut utiliser ce terme-là, c'est l'or et le pétrole. Pourquoi? Parce que l'or est une valeur refuge, et donc dans ce sens, eh bien, effectivement, on a eu un sacré rebond. Je vous ai d'ailleurs mis le graphique à l'écran et on n'hésitera pas à en reparler. Et puis, concernant le pétrole, ayant des tensions sur la région, il y a forcément une menace sur l'approvisionnement, menace d'approvisionnement, potentiellement plus de rareté fait augmenter les prix, et donc pourquoi pas revoir un prix du baril sur les coups de 95 $, 96 $. On va voir ça sur les graphiques. D'ailleurs, je vous propose tout de suite de passer sur les indices américains, et pour chacun des indices, je vous propose de reprendre une petite séquence de la Rick Hebdo de la semaine dernière, de voir ce que ça a donné, et puis ensuite de faire les plans pour chacun d'entre eux. On démarre tout de suite avec le SP500. Et malgré tout, on voit pour l'instant une zone qui tient. Alors tiendra à quel point? Tiendra sur le long terme? Ça, bien malin celui qui soit. Mais en attendant, pour l'instant, ça tient. On est quand même sur un niveau de support qui, pour le moment, joue son rôle, tout simplement. Et je m'attends désormais à ce qu'on aille potentiellement rechercher cette zone rouge sur laquelle je trouverai plutôt assez de loisirs et de plaisir à vendre, auquel cas, sauf si gros changement dans l'économie, mais j'y crois pas trop. Je reste assez orienté face à cette épaule, tête-épaule, de continuer la baisse. Donc on a une jolie première accélération. Pourquoi pas la semaine prochaine reprendre des achats si jamais effectivement on a une dynamique qui se met en place, un retournement de tendance, et ce qui semble être le cas avec ce pseudo W, je trouve ça un petit peu light, mais pourquoi pas si on arrive à récupérer aussi ce niveau des 4366, aller chercher du coup la borne supérieure, et dans cette zone-là, dans la zone des 4400, pour faire simple, 4400, 4440, pour voir vraiment large, et bien pourquoi pas reprendre le chemin des ventes. Vous l'avez vu, le plan était quand même pas si mal, puisque cette petite zone qu'on a identifiée la semaine dernière, c'est exactement la zone qu'on a été chercher ici. Donc on l'avait vu, zone de rebond potentiel intéressante à accompagner. Et finalement, ce qui est hyper intéressant aussi de voir, c'est que ça a bloqué mercredi sur cette zone. Là, on a eu les indices des prix à la production et c'est venu se valider le rejet avec les chiffres de l'inflation. Encore une fois, le catalyseur qui permet de repousser une nouvelle fois sur la zone. Et pour moi, je l'ai dit, je le redis, on est dans une tendance baissière. Il faut plutôt chercher des ventes. Pour autant, la semaine dernière, même si dans le fond et de manière générale, je cherche des ventes, vous l'avez bien vu, je vous avais invité à accompagner le mouvement au moins jusqu'à la prochaine zone de résistance, parce que tant qu'on n'avait pas sur le court terme un retournement de tendance, on pouvait jouer le rebond, jouer la correction. C'est le plan que je vous avais proposé. Il s'avère que ça s'est plutôt bien réalisé. Tant mieux, encore une fois, on ne va pas crier au génie parce que
On réussira tous des trades, on réussira tous un jour à trouver des plans et on se trompera tous un jour. Le but, c'est d'essayer de comprendre pourquoi on a fait ça et de le travailler, d'avoir confiance. Si je fais des plans, c'est pas juste pour le dire et puis mettre ça de côté. C'est vraiment, j'espère que la plupart d'entre vous qui ont cru en ce plan, et bien sûr, vous avez le droit de ne pas y croire, il n'y a aucun problème, et ça ne veut pas forcément dire que parce que ça s'est passé que vous avez eu tort, vous avez vos raisons, et il faut croire en ce qu'on pense, et il faut croire en ce qu'on fait, mais j'espère que ceux qui font des plans, qui se préparent, parce que je rappelle que 90% de la réussite, que ça soit dans le trading, mais en réalité c'est très vrai ailleurs, c'était d'ailleurs vrai dans mon ancienne activité de commercial et de responsable commercial, mes ventes, 90% de mes ventes, je les réussissais parce que j'avais préparé mes rendez-vous, c'était pas au moment où j'arrivais devant le client et que je réalisais la vente. C'est tout le travail qui est en amont. C'est comme dans le trading. C'est pas le moment où tu cliques que tu réussis ton trade. Tu cliques parce que tu as pris toutes tes décisions, tes 90% de travail que tu as fait avant sur la totalité de ton trade te permettent derrière de rentrer au bon moment avec le bon money management et sur le long terme de faire une bonne décision et donc d'être rentable. Bah là, c'est exactement pour ça qu'on fait des plans et pourquoi je vous fais ces émissions. C'est pour essayer vraiment de comprendre où on en est et d'essayer de trader les actifs les plus simples. De fait, ici sur le SP500, pour moi, on a donc rejeté sur la zone, on continue. Premier objectif, on va rechercher les derniers plus bas qui traînent ici, sur les 4258. On casse la zone des 4258, on va chercher l'objectif de la tête. Qu'est-ce que c'est l'objectif de la tête? C'est cette épaule, tête-épaule. On en avait déjà aussi évoqué la semaine dernière et sur les raies quotidiennes. On se met sur le prix de cassure, on va chercher le dernier plus bas. Tiens, comme c'est rigolo, ce dernier plus bas, c'est une zone de polarité qu'on avait vu ici travailler en résistance, puis en support, puis casser en résistance, puis ici un petit peu travailler, un petit peu chahuter, résistance de nouveau, on casse support, support, je m'attends donc à vendre jusqu'à cette zone. Et sur cette zone, on sera vigilant encore une fois, on ne continuera pas à vendre, on s'arrêtera à ce niveau-là et on verra s'il y a réaction ou pas. Est-ce qu'on aura les éléments suffisants pour repartir? Je ne sais pas. En tout cas, c'est mon plan. Je continue de vendre jusqu'à invalidation. Quelle pourrait être mon invalidation si jamais? C'est tout simplement qu'on n'a pas de signaux de vente et qu'on vient faire un nouveau plus haut, ici en cassant la zone des 4400. Et dans ce cas-là, il faudra réévaluer nos plans. Comptez sur moi pour vous dire ça lors des RI quotidiennes à 13h chaque jour de la semaine du lundi au vendredi. Pareil, on se fait le Nasdaq. Je vous rappelle les plans qu'on s'était donnés la semaine dernière. Dans ce range, une résolution par le haut finalement, et donc sur les prochains jours, je m'attendrai bien, pourquoi pas, à jouer le petit setup acheteur. Là, c'est plutôt du contre-tendance, mais en s'appuyant sur les structures qu'on a eues, revenir dans cette zone, et si on a le petit signal sur les 15 000, cette fois-ci payer et accompagner le prix jusqu'au prochain niveau de résistance. Bon, il était plutôt aussi intéressant ce plan, d'autant plus que celui-ci, c'est celui que j'ai travaillé, puisque j'ai eu l'occasion, donc je vous remets le contexte. On était donc ici en début de semaine dernière, et on a eu cette explosion à la hausse. Vendredi passé, on a eu un retest, très belle zone de congestion sur la zone de pullback. Alors, faut pas commencer à se dire ah bah c'est légèrement en dessous la zone donc c'est pas bon. Non, nous on le sait, on a un contexte où on a une zone d'accumulation qui a fini par sortir par le haut. Bien sûr que ça peut rater, bien sûr qu'on peut réintégrer, ça arrive d'ailleurs assez régulièrement. Mais là, j'ai eu un bel OPR qui s'est fait sur ma zone. J'ai attendu la cassure, j'ai pris la sortie, j'ai été chercher mon TP. Tranquillement entre guillemets. Bien sûr que ça n'aurait pu ne pas marcher, je suis pas en train de dire que je suis le meilleur, loin de là, encore une fois je le dis, on gagnera tous des trades, on en perdra tous. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il faut continuer à travailler nos plans. Et ça, c'est vraiment le plus important. Je répète, mais ayons des plans. Donc mon plan, rappelez-vous, c'était de travailler jusqu'à la zone verte ici, comme je vous l'ai remontré juste avant. Et donc, arrivé dans ces niveaux-là, on est sur les 0,618 de quoi? De toute cette baisse. Est-ce que ici, j'ai vraiment envie de continuer par rapport à ce que j'ai dit la semaine dernière? Non, il me faut une validation, comme quoi on est en capacité de casser. Il s'avère que depuis, j'ai rajouté cette petite zone oblique identifiée par un membre de ma formation Analyse Technique Pro qui, lui, a su travailler ça. Bravo Ronan. Très jolie zone effectivement de rejet en complément des 0,618. Jeudi, on a les chiffres de l'inflation qui rejettent. D'ailleurs, on avait un joli signal. Ouais, non, c'était ça, c'était l'inflation. Non, c'était celle-ci, pardon, c'était celle-là. Voilà, cette jolie bougie ici avalante, retest des 61,8, ça peut être un petit peu risqué, mais ici, quand on a bien le rejet de cette bougie-là, bon, le vendredi, on le sait, on continue de travailler à la vente et on va le voir que sur le Dow Jones, d'ailleurs, il y avait de jolies choses à faire. Pour le Nasdaq, en tout cas, ici, j'ai envie de continuer, bien évidemment, pour la semaine prochaine, les ventes. Je ne m'arrête pas là. Je suis actuellement dans une jolie zone. Ce n'est pas forcément l'actif que je préfère trader entre nous, le Nasdaq. Vous allez voir que le Dow Jones me plaît beaucoup plus parce qu'il est déjà beaucoup plus faible et surtout parce qu'on arrive sur une petite zone de polarité. Mais ça, ce n'est pas ce qui va m'empêcher de continuer à vendre.
Moi, tout retest de la zone ici, si on y revient, sera hyper intéressant à revendre parce qu'on est dans un contexte de fond qui est baissier. Et puis ensuite, on essaiera d'aller chercher la zone des 15 020 et ensuite la zone beaucoup plus basse des 14 700. Puis ensuite, vraiment les derniers plus bas, 14 600 pour aller chercher ces points bas qui n'ont pas été encore retestés et pourquoi pas aller beaucoup plus bas. On verra un petit peu comment ça ouvre lundi. Pourquoi pas de la même manière, désormais on est au-dessus de cette zone de polarité. Si on a une confirmation, continuer à trader jusqu'à la prochaine zone, ici dans les 34 000 pour rester sur chiffre rond, voire 34 050 pour les plus gourmands. Sur cette vue 4 heures, on voit bien donc que le Dow Jones a été recherché à notre zone technique, donc avec les derniers points à ce niveau-là, sur la zone des 34 040, 34 050. Et de la même manière, avec les chiffres de l'inflation, on a eu une très jolie correction pour aller retester quoi? La petite zone ici qui avait été jouée de polarité avant le rebond. Et encore une fois, vendredi, suite aux chiffres de la confiance des consommateurs, on a pu vendre. D'ailleurs, c'était exceptionnel dans l'analyse technique pro, on l'a tous vu ensemble. Elle était magnifique, elle était sur notre zone et regardez-moi, c'est ce qu'on appelle une bulle de Bollinger. C'est absolument magnifique, elle est superbe et certains membres ont su la travailler, je suis ravi pour eux. Pour ma part, malheureusement, j'étais à un rendez-vous médical. Comme je leur disais, j'étais dans la salle d'attente sur mon TradingView. Bien évidemment, je ne trade pas sur téléphone, donc je n'ai pas pris ce trade, mais je leur ai tout de suite envoyé, regardez-moi cette bulle qui est dedans et certains l'ont prise de manière automatique parce que ça fait partie de nos setups. Trader une tendance sur des zones, observer des signaux techniques et notamment les bandes de Bollinger et non pas les bandes de boulanger comme a sorti un des membres et j'ai fait un petit clin d'œil parce que je l'ai trouvé pas mal celle-là, la bande de boulanger, j'arrive même pas à faire la blague, donc c'est vraiment pas mal du tout et en tout cas on avait un super trade parce que en mettant un joli stop loss, on avait soit, c'est ce qu'on a vu ensemble, d'aller rechercher ce dernier niveau ici, ce dernier point haut qui était exceptionnel. On avait aussi les points pivots, c'était la même zone, voilà, qui était très bien. Et on pouvait encaisser un joli ratio de 2,42 sans faire des choses extrêmement compliquées, juste en essayant de comprendre les marchés, sans jouer encore une fois à l'expert, que ce soit l'expert fondamental ou l'expert technique. C'est ce que je dis toujours, on n'est pas des superstars, il n'y a que... il n'y a que les ânes sur TikTok et autres qui se prennent vraiment pour des rostas. Moi, ce n'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est d'essayer de trader avec des méthodes approuvées qui fonctionnent, qui sont simples, en faisant des choses simples qu'un particulier peut maîtriser sans avoir des compétences ultra avancées. Bien évidemment, c'est des choses qui sont optimisables. Mais sur le long terme, à force de répéter, à force d'avoir confiance dans sa méthode, et bien finalement, sans prendre des tonnes de trades, en respectant juste des méthodes qui sont simples, on arrive à faire de belles choses. Alors vous allez le voir, tout ne s'est pas déroulé bien évidemment toujours de la meilleure des façons cette semaine. On en reparlera sur le gold, on n'a pas à chaque fois raison, mais encore une fois, si on a nos setups où l'on gagne de l'argent nous permettent d'en gagner plus que quand on se trompe, que quand on perd, et ça arrive souvent, je le dis, moi mes win rates, il faudra que je regarde sur cette année, mais on est rarement à beaucoup plus que 50%. C'est même d'ailleurs assez rare que j'ai 50% de win rate, si vous comprenez en plus les BE. Mais avec le money management, ça permet largement d'être rentable. Gagner un trade, ça ne veut rien dire. D'accord? On peut tous gagner un trade. Vous rentrez en position. Le trade part de 3 ou 4 pips. Vous clôturez. Vous avez gagné un trade. Et c'est d'ailleurs ce que s'amuse à vous montrer une grande partie de nos amis TikTokers. Pour autant, ce qu'il faut, c'est être capable d'aller chercher suffisamment de profit, suffisamment de performance pour quand on perd, eh bien non seulement avoir ces gains qui permettent de pallier ces pertes et surtout de pouvoir générer quand même des revenus. C'est l'objectif à terme. Pour la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait sur le Dow Jones? Je vous le disais, moi je préfère travailler ce dos parce que de manière générale, si je dézoome et je prends les plus grosses unités de temps, on le voit, il est baissier depuis qu'on a cassé cette oblique ici, depuis qu'on a retourné cette épaule, tête épaule, depuis qu'on fait des plus hauts et des plus bas, toujours plus bas, j'ai envie de continuer à travailler à la baisse. Et donc, à partir de là, j'ai enlevé les points pivots parce qu'ils nous gênent. On a donc le rejet et un retest encore une fois de ce niveau des 34 188 me plairait énormément à revendre. C'était les 0,5 de cette dernière impulsion baissière. Pour aller chercher quoi? La petite zone de polarité qui a bloqué la semaine dernière. Et puis plus si affinité. On casse cette zone, on a des catalyseurs qui nous poussent et qui nous montrent qu'on a raison et qu'il faut continuer à vendre. Je vous rappelle que la tendance se poursuit X fois et se retourne une seule fois. Alors on continuera à trader X fois. Quitte à se tromper une fois ou deux, c'est pas bien grave, il faut accepter parce que pour faire des gros gains dans des tendances, il faut accepter de temps en temps de se prendre les pieds dans le tapis, c'est le jeu, il n'y a pas de gros gains sans petite perte. Voilà pour clôturer sur les indices, je vous propose une étude rapide du DXY et on va sur l'euro-dollar. Avant donc d'aller directement sur l'euro-dollar, voyons un petit peu comment se passe
comment se tient notre dollar. Et rappelez-vous, hein, je vous ai dit, on avait un joli canal qu'on a cassé. Et je l'ai dit dans plusieurs riz quotidiennes, je ne vais pas vous refaire le coup de vous remonter ce que j'ai dit, mais on a d'abord un niveau ici horizontal. Je privilégie toujours les niveaux horizontaux au niveau oblique parce qu'ils ont beaucoup plus de puissance et des niveaux psychologiques bien entendu. Et puis on a des jolies réactions ici. On l'a vu, on est sur zone de support. Tant qu'on ne lâche pas un support, eh bien il y a toutes les chances que ça continue. Et effectivement ici on a une jolie réaction, notamment liée aux chiffres de l'inflation et on voit réintégration du canal. Pour l'instant ça ne rejette pas, mais surtout au-delà de ça ne rejette pas, c'est qu'on continue à être dans la tendance. Là il y en a qui vont s'obstiner à voir le rejet de la cassure de l'oblique. Pour moi, on enlève ce canal. Hein, si on ne s'attarde pas sur ce canal, on enlève même maintenant ces petits signaux, ces petits symboles. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais très clairement, on a une étoile du matin sur zone de support. Je ne vois pas trop ce qui me pousserait à vendre ici, sauf contre-indication. C'est sûr qu'à partir du moment où, si là par contre on lâche ce niveau, bah dans ce cas-là, on prolongera effectivement les corrections et on ira chercher, pourquoi pas le niveau des 104 et donc travailler plutôt à la vente le dollar sur les différents actifs. Pour le moment, on a des signaux qui nous continuent, qui nous invitent à acheter et il n'y a aucune raison pour le moment de vendre. Donc, on continue à observer et à faire ce qu'on sait faire de mieux, trader la tendance. Pour en revenir donc sur l'euro-dollar, on le voit ici, exactement la même réaction. Pareil, je vous en ai fait un TikTok pour le coup. Oui, je me remets sur TikTok. N'hésitez pas à me follow si ça vous intéresse parce que je pense qu'il y a des belles choses à faire et à montrer également sur des formats courts. C'est juste de pouvoir présenter des setups assez faciles et pour le coup, celui-ci l'était. On est revenu, je crois qu'on en a parlé, ça devait être avant l'inflation, ça devait être mercredi ou sur la riz quotidienne de jeudi, je ne sais plus, je vous invite à aller les voir. On a eu une zone de rejet ici qui nous intéressait, double niveau de résistance. La grosse oblique, je vous la présente, c'est tout simplement celle qui maintient les prix à la baisse, plus un gros niveau ici de polarité, on le voit bien, support, support, on casse. Une fois qu'on a cassé, on ne l'a jamais retesté, on revient dessus, on épile dessus, on a une étoile du soir qui se fait. Magnifique, on va chercher derrière de nouveau la zone weekly, cette ancienne zone ici. Alors là pour le coup je suis en 4 heures mais elle fonctionne aussi en weekly, peu importe, de toute façon le 4 heures mais qu'un zoom de ce qui se passe en weekly. On est sur une très belle zone, les 1,05 qui sont retestés. Et désormais, on continue de trader à la baisse. Pour moi, l'objectif, c'est de continuer à chercher des ventes jusqu'à ce niveau ici, ce dernier point bas. Si on casse le dernier point bas, que voulez-vous qu'on fasse? On continue et on va chercher cette petite zone rouge. On peut même aller chercher, à mon sens, un peu plus bas. Mais déjà, cette zone rouge que j'ai identifiée grâce au daily, c'est tout simplement cette petite zone de polarité, comme vous pouvez le voir ici, qui m'intéresse. On continue de trader la tendance. On ne fait rien d'autre que s'appuyer sur la tendance jusqu'au moment où celle-ci se retourne. Et dans ce cas-là, on se reposera des questions pour rechercher des achats. Parce que ça serait trop facile de vous montrer que ce qui fonctionne et de vous faire croire que j'ai tout le temps raison, voici ce que j'avais prévu de faire sur le gold. Pareil, si le dollar se renforce, je m'attends à avoir un gold qui baisse. Encore une fois, on tradera ce qu'on voit. On est sur une super zone de vente. On est sur une super zone de vente, bien qu'il faut quand même avoir en tête qu'on a eu ici le petit signal potentiel de retournement, en tout cas de rebond, qui a bien eu lieu. La balance sur zone magnifique, sur la zone de la neckline dont on avait parlé, et on est revenu sur les 0,5. Pour moi, on reste clairement dans un contexte baissier, dans une dynamique baissière de fond. Il n'y a absolument rien ici en daily qui montre qu'on est aussi. On est juste dans une correction à un rebond. Première zone qui pourrait m'intéresser à vendre, je vais un petit peu vite, c'est tout simplement cette première zone ici des 1891 sur laquelle nous sommes actuellement, 1891, 1895, 96, avec les 0,5 de Fibonacci de toute l'impulsion baissière, je vous la remonte, qu'on avait eu de ici à là. Et puis surtout, ce qui pourrait être intéressant, c'est de revenir sur les 0,618 qui également pourrait être une zone intéressante de vente. Bon, comme vous le voyez, ça s'est absolument pas passé comme prévu. Désormais, mes plans pour la semaine prochaine, c'est de continuer malgré tout à vendre. Pourquoi? Parce qu'on est toujours dans une dynamique baissière de fond. Certes, sur le court terme, on est haussier, donc je ne vendrai pas ici. Et d'ailleurs, on peut bien évidemment envisager d'acheter jusqu'à cette zone-là. Par contre, tout signal de vente ici, c'est ma dernière grosse résistance qui me permettra de vendre. Hop, si je change un petit peu les flèches. Ici, dernière zone de vente. Par contre, si encore une fois, on a une accélération comme on l'a ici, je ne trouve pas de signal de vente. Ou quand bien même je trouve un signal, ça ne marche pas parce que ça repart et ça casse cette zone et ça valide. Alors dans ce cas-là, j'accepte tout simplement de perdre et je me positionnerai pour le coup peut-être à l'achat parce que là, on serait plutôt sur une dynamique potentielle de renversement. Encore une fois, en suivant la théorie de dos, on aurait juste un plus haut que les précédents, mais pas de plus bas plus haut. Donc, il faudra bien évidemment voir à ce moment-là. Pas trop de plans sur la comète. Pour l'instant, mon objectif, c'est d'accompagner le mouvement éventuellement jusqu'à cette zone s'il y a suffisamment de force pour y aller. Arriver sur cette zone, plutôt vendre. Dans le cas où on n'a pas la force, alors correction dans ces eaux-là, pourquoi pas. Et puis réintégration des zones. Et là, dès qu'on aura une confirmation de retournement de tendance en 1 heure, on repartira chercher des ventes et aller chercher les niveaux les uns après les autres. Tendance, tendance, tendance. Je ne cesserai de le répéter.
Concernant le pétrole, malgré ce qui arrive, il faut en parler. Le conflit a permis au pétrole de réagir à la hausse. On en a parlé en début de cette émission. On avait eu ici un repli sur zone. Rappelez-vous, une grosse zone weekly qu'on avait identifiée ensemble. C'est tout simplement cette ancienne zone de résistance de ce range qui avait permis d'ailleurs de retourner la tendance à la hausse sur cette vue daily. Et on est tout simplement revenu pullbacké. Et je vous l'avais dit, ça peut être extrêmement intéressant de payer cette zone. Et d'ailleurs, on avait une super divergence 1 heure qui s'était mise en place. Donc si on s'était bien protégé, on pouvait profiter finalement de ce mouvement sur toute la semaine. Aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, où est-ce qu'on en est? Finalement, on a eu l'explosion à la hausse suite aux événements tragiques qui se passent actuellement au Moyen-Orient. On est venu techniquement combler le gap qu'on avait laissé en début de semaine pour avoir derrière une réelle impulsion, vraiment superbe impulsion. Et donc, je m'attends pour la semaine qui suit à continuer de travailler cet actif plutôt à l'achat pour aller chercher la zone des 91-92. Et de toute façon, si on n'a pas de catalyseur qui emmène plutôt les prix à la baisse, presque même plus d'incertitude au niveau de ce qui va se passer au Moyen-Orient, continuer finalement à trader ce pétrole à la hausse parce que, à mon sens, il n'y a rien qui pour le moment, en tout cas, nous donne l'impression que celui-ci peut baisser, hormis des prises de profit et des vagues et des cycles de prix. Voilà, j'espère que tu as vraiment apprécié le contenu de cette vidéo. Si c'est le cas, mets-moi ton plus gros pouce, soutiens-moi, envoie-moi de la force. Je me donne pas mal de mal tous les jours et tous les week-ends pour vous tenir informé sur l'actualité des marchés. Je vous réserve également quelques surprises qui arrivent prochainement sur la chaîne avec des vidéos tutos et stratégies. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, c'est l'occasion de le faire. Tu cliques sur abonner, bien sûr, tu actives la cloche pour être notifié justement de toutes ces futures vidéos. Je te souhaite une excellente semaine. Allez les bleus ce soir et reste prudent sur les marchés. Ciao!